Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et merci de suivre Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Je suis Georges Goma et nous nous retrouvons sur ce plateau avec une personne, je dirais bien une personnalité que vous connaissez déjà à force d'intervenir à notre antenne et à d'autres antennes aussi. Vous comprenez que j'ai parlé du professeur Félix Bakunda Mpele. Le professeur Félix Bakunda Mpele, il est juriste, déjà un constitutionnaliste, vous le savez très, très, très bien. Alors, avec Félix, nous allons parler de ce qui se passe en ce moment. Le monde entier est pris en émoi par rapport à la guerre, n'est-ce pas, qui tourne, va-t-elle éclater? On ne sait pas. Mais toujours est-il que le monde entier est suspendu à ce qui se passe en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Et rapidement, avant de faire appel à notre invité, je vais tout simplement dire que finalement, la guerre est assez immanente à l'Europe. Si vous voyez très bien, en 1945, on avait pensé qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le spectre de la guerre devait s'éloigner un peu plus. Mais on se retrouve aujourd'hui en train de vivre à peu près la même chose, les mêmes peurs, avec beaucoup plus de peur quand même, hein, vu un peu la sophistication des moyens de guerre que nous connaissons aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur Félix Bakunda Mpele va nous donner son point de vue sur ce qui se passe en ce moment et fondamentalement l'impact que la situation de crise en Ukraine peut avoir en Afrique. Nous sommes sans ignorer là aussi que la Russie, qui est le principal protagoniste dans ce qui se passe en ce moment, est aussi présent désormais en Afrique, en Centrafrique notamment, et aussi au Mali. Donc nous sommes dans une situation qui est éminemment géopolitique et géostratégique. Alors, sans plus tarder, on va saluer M. Félix Bakunda Mpele. Félix, bonjour. Bonjour Georges. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ben écoute, ça pourrait aller. Alors, allons dans le vif du sujet. Le jeudi passé, Vladimir Poutine, président de la Russie, a envahi au moins une partie de l'Ukraine. Et ils sont dit des choses en ce moment. Les réactions en Europe, les réactions dans le monde, les réactions en Afrique aussi. Alors, à chaud comme ça, quelle est ta lecture de la chose? Qu'est-ce qui se passe, Félix? Mon cher Georges, la situation qui se passe, au-delà de ce qui nous est dit, comporte beaucoup d'incertitudes. Et pour nous qui sommes d'origine africaine, tout ce que l'on peut constater, c'est d'abord et avant tout la fragilité, la faiblesse et un peu, disons, en quelque sorte, disons, l'absence de l'Afrique. Je l'expliquerai un peu plus tard. Personne n'aurait cru que l'on vivrait au XXIe siècle une guerre qui donne l'impression de pouvoir se généraliser. Parce que je pense qu'aujourd'hui, y compris parmi les plus puissants, personne ne peut dire exactement où est-ce que s'arrêtera ce conflit Ukraine-Russie. Surtout quand on constate que, bon, depuis que ça a commencé, ça fait au moins 2-3 fois que les autorités russes rappellent que nous avons l'arme nucléaire. Aujourd'hui encore, le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, l'a dit à l'Assemblée des Nations Unies. Si vous voyez ce qui s'est passé, puisque pratiquement tous ceux qui étaient en train d'écouter se sont levés comme pour lui tourner le dos, pour montrer qu'il a perdu la crédibilité. Nous sommes là dans une grande situation d'incertitude. Les morts sont là. Elles se comptent aujourd'hui en centaines. Personne ne sait exactement jusqu'où ça peut s'arrêter. Mais bref, là, j'introduis pour montrer les incertitudes. On ne sait pas où est-ce qu'elle s'arrêtera. On ne sait pas quelle sera la position de l'Afrique, parce que vous avez dû constater comme moi que
pendant au moins 4-5 jours, on ne savait pas exactement ce que pensaient les Africains, je veux dire les dirigeants africains, puisque, je n'ai cessé de le dire, une des caractéristiques de la fragilité de nos États, c'est que, en général, les dirigeants africains font de l'opportunisme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de position. Pourquoi? Mais tout simplement parce que, généralement, ils ont utilisé les grandes puissances comme des parrains. C'est peut-être un vestige, disons, de la guerre froide. Et donc, ils avaient peur de prendre position parce que, effectivement, nous avons remarqué tous que quand ils sont avec un parrain, eh ben, ils ont tendance à dire à ce parrain que ben, si vous ne me soutenez pas suffisamment, ben, je vais aller me jeter dans les bras de l'autre. Donc, voilà ce qui les a fait hésiter. Bon, j'étais sur les réseaux sociaux, entendre, disons, une compatriote en train de dire, on dirait que l'Afrique est absente. Eh ben, j'ai répondu qu'elle est absente parce qu'elle est fragile. Elle est fragile parce qu'elle s'est déjà brûlé les mains dans le passé et elle se dit, oui, mais est-ce qu'il faut que je donne ma position? Voilà. Donc, cet absentéisme, ou disons cette inertie, c'est la caractéristique des États fragiles, des États faibles. Autrement dit, et pour résumer, cette situation nous montre à quel point l'Afrique a du mal à comprendre qu'elle est la dernière roue de la charrue dans le système international. Autrement dit, elle a intérêt à la puissance, mais elle est loin de l'atteindre pour la bonne et simple raison que règne effectivement des petits États avec le fameux principe de la souveraineté issu justement des traités de Westphalie. Et système, disons, concept qui continue à enfermer effectivement les États africains, je veux dire, en quelque sorte dans l'inertie. J'en ai terminé pour introduire. C'est très bien. Mais vous avez évoqué la Westphalie. Mais pour nos internautes, il faut qu'ils sachent ce que c'est que le traité de la Westphalie. La guerre semble immanente à l'Europe ancienne également déjà. C'est un état permanent de guerre en Europe. Et donc, le traité de la Westphalie, qui est signé en 1648 pour mettre fin à la guerre des 30 ans, la guerre qui avait commencé en 1618. Et donc, ce traité de la Westphalie en 1648 met fin à cette guerre permanente. Mais qu'est-ce qui en sort? Il en sort le concept de la souveraineté des États, la reconnaissance des frontières des États. Et ce traité de la Westphalie est à l'origine des relations internationales, comme nous les connaissons aujourd'hui. Bon, alors, ma question par rapport à ça, pour que nos internautes comprennent très bien ce qui se joue au fond, c'est le rapport aux frontières. Les frontières des États reconnus par les Nations Unies. Parce que ce qui se passe en Crimée, en Ukraine, mais la Crimée aussi est dedans, tu sais très bien. La Crimée est dedans également dans cette problématique-là. Alors, ce rapport aux frontières des États, qu'est-ce qui fait que finalement un pays se lève aujourd'hui pour envahir un autre pays qui a des frontières reconnues par les Nations Unies? On peut se poser la question là. Et pourquoi on n'arrive pas à voir qu'il y ait une instance morale au niveau international qui veille à ce que plus jamais un État ne se lève pour aller envahir un autre État? Oui, Georges, c'est une bonne question, puisqu'elle nous permet effectivement de dire que depuis Westphalie, justement, la situation a beaucoup évolué. Par exemple, quand il y a eu les traités de Westphalie, l'Afrique n'était pas encore, n'avait pas encore connu ce qui s'est passé en 1884-1885, pour montrer à peu près que la situation a beaucoup évolué depuis. En même temps que l'on peut constater que, bien que l'ayant consacré, disons, le principe de la souveraineté, depuis les États ont compris également que il y a eu une interdépendance. Ils ont compris que en fait, on est plus puissant quand on est beaucoup plus rassemblé, c'est-à-dire quand on est dans des grands ensembles. Mais plus particulièrement pour revenir, pour bien comprendre la situation de l'heure, il faut surtout ne pas oublier 39-45. C'est surtout ça.
dire qu'effectivement, à partir, disons, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une véritable mutation qui a consacré effectivement des grands ensembles, mais principalement fondés sur le principe de l'idéologie, puisque finalement, à partir, disons, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, bon, il y a effectivement, disons la Russie, ou disons, bon, à partir donc de 1945, naît donc ce grand ensemble que constituait donc l'Union soviétique et de l'autre côté, le bloc de l'Est. Ça vient moduler le principe moduler, pas faire disparaître. Ça vient moduler le principe né justement de 1648. Et à partir de là, la question qui se pose, c'est celle de savoir si finalement le principe, disons, la souveraineté qui a été consacrée en 1648 a encore une grande portée, qui fait que, entre effectivement le primat qui semble être celui de l'idéologie, qui va effectivement, je veux dire, disons, prendre beaucoup de vigueur, disons, au lendemain de la Deuxième Guerre, et la souveraineté, quel est, disons, je veux dire, entre les deux, le principe qui est le plus important. Ce que l'on semblait constater, disons, surtout depuis la fin du mur, c'est que finalement, la souveraineté, disons, semblait s'évanouir au profit, disons, de ce que la grande majorité appelle la mondialisation, c'est-à-dire donc le primat de l'économie qui fait que finalement, on était beaucoup plus dans des grands ensembles économiques, après avoir été dans des grands ensembles idéologiques. Et donc, aujourd'hui, on constate que malgré tout ce qui a été fait, c'est-à-dire le triomphe, disons, des idéologies avec de grands camps, le triomphe de l'économie avec la mondialisation, que finalement, le principe de Westphalie est toujours présent. C'est-à-dire la question de la souveraineté reste d'acuité. Et c'est Poutine qui vient le rappeler à partir de ce que nous sommes en train de vivre. Et alors, la question qui va se poser, c'est celle de savoir, finalement, qu'est-ce qui habite, disons, Poutine, mais c'est une autre question sur laquelle je pourrais effectivement revenir. Très bien. Oui, mais je reviens sur un aspect de la chose que vous avez mentionné ici, Félix. Vous avez 1945. 1945, la victoire des Alliés sur les puissances de l'Axe, on arrive à la situation où il y a 4 grands États. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Angleterre et l'URSS aussi. Alors, ce qui se passe là, c'est que les États-Unis, la France et l'Angleterre se mettent ensemble et l'URSS de l'autre côté, parce que de 1945 à 1949, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord quand même sur la répartition du butin de guerre, si je peux m'exprimer ainsi. Et à partir de 49, l'élément, en fait, le symbole, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui était vaincue. Et il se crée la RDA, donc que l'URSS met dans son escarcelle, et il y a la RFA que les États-Unis, la France et l'Angleterre mettent également dans leur escarcelle. Alors, ce partage-là, et si on essaie d'apporter un peu à la situation actuelle en Ukraine, est-ce qu'on ne voit pas qu'ils se décident à peu près la même chose? Pourquoi je le dis? Mais parce que à la fin de l'URSS, bien évidemment, et le retour donc de la Russie, les puissances qui étaient avec le pacte de Varsovie certaines puissances vont dans l'OTAN, Félix. Et puis, de l'autre côté, il y a quand même la Géorgie et l'Ukraine qui sont quand même des pays frontaliers avec la Russie, qui fait le tampon avec l'Union européenne et donc derrière aussi avec l'OTAN, parce que la grande hantise de Poutine, c'est quand même le rapprochement ou l'expansion de l'OTAN vers un peu chez lui là-bas. Or, ce qui se passe, je vais terminer par là pour vous laisser la parole, pour bien comprendre un peu ce contexte-là. Or, ce qui se passe en Ukraine, c'est
depuis 8 ans ou 10 ans maintenant, la guerre depuis 8 ans quand même en Ukraine, ça bouge beaucoup. Il y a Victor, comment on appelle l'ancien, le président qui était Yanukovych, Victor, qui était le pro-russe, qui est venu au pouvoir 2 fois. Enfin, la première fois, il a été renversé par une révolution. Il est revenu et encore renversé, il a fui en Union soviétique, non pas en Union soviétique, mais en Russie. Et puis, ce qui se passe après, c'est quoi? Ce qui se passe après, c'est que le nouveau président qui est pro-Union européenne laisse quand même, donne une sorte d'espoir à l'OTAN de progresser quand même vers les frontières de la Russie. Et c'est là où la Russie crée quand même des États sécessionnistes, dans le fameux Donbass dont on parle aujourd'hui, avec deux États qui sont le Donetsk, je pense, et Louhansk, les 2 provinces là que comment on l'appelle, Vladimir Poutine voudrait garder pour faire le tampon, pour faire la séparation entre l'OTAN et puis la Russie. Donc, j'ai comme l'impression que ce qui s'est passé entre 45 et 49 semble se passer aujourd'hui en Ukraine. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire par là. Je comprends très bien et si vous permettez, donc, Georges, je vais, résumons. Au lendemain, à la fin de la guerre, donc, se crée l'OTAN. Oui. Et l'OTAN se crée parce que, naturellement, il ne trouve pas un compromis avec, disons, ce qui va s'appeler plus tard l'Union soviétique et qui va consacrer en 1949, pour résumer, donc le traité, disons, de Varsovie, le pacte de Varsovie. Voilà donc comment, effectivement, les 2 groupes naissent. Et puis, il faut dire que, oui, la situation évolue, disons, sous l'angle idéologique avec des tensions manifestes. Et qui, heureusement ou malheureusement, selon, effectivement, la lecture que l'on veut faire de façon alignée ou pas, l'évolution se fait à partir de ce que nous avons vécu tous, nous avons tous vu à partir de 89, c'est-à-dire que c'est effectivement, disons, l'ancienne Union soviétique qui connaît des problèmes sérieux d'ordre essentiellement économique et que, disons, Gorbatchev essaie de résoudre. Il faut bien l'expliquer parce qu'il y a souvent des malentendus. Le but de Gorbatchev, c'était de bien enraciner le communisme, pas d'entraîner la fin du communisme. C'était d'enraciner effectivement le communisme et il pensait que cela passait par une restructuration effectivement de l'Union soviétique pour effectivement en arriver, disons, à sauver le communisme. Sauf que, disons-le, et moi je pense que cet épisode-là est souvent sauté. Ce qui se passe, c'est que les gens ne le savent peut-être pas. Boris Eltsine et, disons, Gorbatchev sont pratiquement nés, disons, au même instant. L'un est né, disons, le 1er février, disons, 1931, et l'autre, disons, le 2 mars. Mais donc, en fait, c'est des gens qui évoluent ensemble avec des conflits à la fois personnels, mais également des complicités. Et qu'est-ce qui se passe? Quand effectivement, disons, Gorbatchev est en train de mener ce combat, disons, pour reconstituer, disons, pour ressouder l'Union soviétique sur de nouvelles bases, eh bien, disons, leur adversité reprend donc effectivement place, gagne du regain. Et qu'est-ce qui se passe? Quand le 17 mars, disons, 1991, nous sommes déjà là, disons, dans le cadre, disons, de l'URSS moribonde. Quand, donc, le 17 mars 1991, c'est important de noter, disons, Gorbatchev propose un référendum en posant des questions fondamentales qu'il considère comme devant constituer effectivement les bases de la reconstruction de l'URSS, disons, pour sauver le communisme. Le même jour, Eltsine organise un référendum en Russie. Et qu'est-ce qu'il pose comme question, disons, aux Russes, disons, c'est très, très compliqué, disons, pour Gorbatchev. Il pose la question aux Russes de savoir s'ils veulent sortir de l'Union et gagner leur indépendance. La Russie, enfin l'Union soviétique, n'avait pas l'habitude, disons, des élections, des consultations, tout ceci se traitait au niveau, effectivement, disons, du comité central ou du bureau politique. Et le même jour,
et de façon très démocratique, selon les observateurs qui étaient, Helsinki a la réponse. La Russie demande son indépendance et donc la sortie de l'Union soviétique. Et Gorbatchev ne le savait pas encore. Moi, je me rappelle, c'est resté ancré, disons, dans ma mémoire, une journaliste qui pose la question à Gorbatchev de savoir, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes sûr d'obtenir, disons, l'adhésion de la majorité, disons, des soviétiques? Et il était très sûr de lui, il répond carrément, oui, j'en suis convaincu, d'autant plus qu'avant d'arriver au référendum, j'ai eu le temps d'expliquer le fond de ma pensée. Et la journaliste va lui dire, mais est-ce que vous savez que finalement, Helsinki organisait également un référendum pour demander l'indépendance de la Russie ou la Russie, disons, de l'Union soviétique, vient d'avoir une réponse favorable, largement favorable. Mais Félix, avant que tu continues là, je vais te reprendre un peu là-dessus pour nos internautes également. Tu dis que la Russie demande à sortir de l'Union soviétique après les événements, à la fin du monde bipolaire, comme on le dit souvent, hein, donc après les événements de 1989. Alors, ma question est de savoir, mais quand même dans l'URSS, là, c'est quand même la Russie qui était l'État central, non? C'était quand même les autres pays étaient satellitaires à la Russie. Et donc, comment un État qui est central va chercher à sortir et laisser finalement ces petits autour, là? C'est là où je ne sais pas. Mais si j'ai tenu justement à rappeler cela parce que c'est marquant. Quand c'est l'État central qui demande à sortir, la conséquence, c'est l'atomisation, disons, de l'Empire. L'Empire s'est atomisé le 17 mars 1991. Et je pense que Gorbatchev a eu, disons, un peu du mal à comprendre ce qui était en train de se passer parce qu'en réalité, à partir du moment où Gorbatchev c'est le premier président, autrefois on disait secrétaire général du PQS, mais lui était devenu président de l'URSS. À partir du moment où la Russie sort de l'URSS, en fait, Gorbatchev se trouve à la tête d'une coquille vide. C'est ça, disons, qui est marquant. Les États, c'est-à-dire que la Russie, vous venez de le signaler, la Russie qui était l'État central sort, ce qui veut dire que, en fait, disons, les États satellites deviennent des chiens errants. Parce qu'ils ne savent plus exactement à quoi s'en tenir. Gorbatchev lui-même, en fait, a eu un peu de mal à comprendre qu'en fait, il était président d'un État qui n'existait plus, c'est-à-dire l'Union soviétique n'existait plus. Et qu'est-ce qui se passe? Disons, cerise sur le gâteau, contre lui et en faveur d'Helsinki, le 25 juin 1991, donc la même année, 3-4 mois après, Helsinki organise des présidentielles et, disons, les gagne de la manière, disons, la plus transparente, la plus démocratique. Personne n'a jamais douté, même si, effectivement, selon ce que nous connaissons du stalinisme, personne n'a jamais cru aux élections qui étaient organisées dans cet empire. Mais tous les observateurs ont reconnu que Helsinki avait gagné, effectivement, l'élection de la présidentielle en Russie parce que, de toute façon, c'était devenu l'homme puissant, le grand concurrent à Gorbatchev. Et la situation est tellement grave, elle est tellement, je veux dire, disons, catastrophique, incertaine que dans la nuit du 18 au 19 août 1991, la même année, les communistes font un coup d'État contre Gorbatchev pour dire que c'est vous qui êtes à l'origine, effectivement, de ce que nous sommes en train de vivre. C'est vous qui avez fait éclater l'Union soviétique, c'est vous qui, avec votre restructuration, avez entraîné la fin de l'Empire. Plus grave, c'est vraiment l'acharnement, donc en ce qui concerne, disons, Gorbatchev, c'est Helsinki qui va sauver Gorbatchev. Si nous nous rappelons des images, c'est Helsinki, puisque c'est encore plus compliqué parce que, disons, la capitale, c'est-à-dire que les deux se trouvent dans la capitale. Et la capitale, c'est-à-dire donc effectivement le Kremlin, est pro-Helsinki. Et c'est Helsinki qui demande aux Russes de se mettre dans la rue pour sauver effectivement la démocratie. Et à la demande de Helsinki, justement, les Russes se mettent dans la rue et, disons, les putschistes, les communistes qui avaient effectivement, disons, pris Gorbatchev en otage, le lâchent et se rendent. Du coup, Helsinki gagne encore en popularité et en fait, Gorbatchev, qui a eu un peu de mal à comprendre, se rend compte tardivement qu'effectivement, il était à la tête d'une coquille vide et qu'il fallait conformer le droit à la réalité. Le 25 décembre 1991, officiellement, est consacrée la fin de l'URSS. Voilà pour
bien faire comprendre à ceux qui pourraient nous écouter l'origine de l'atomisation de l'Union soviétique. Mais cette atomisation, elle était si incertaine, si incroyable, qu'en fait, toutes les grandes questions n'ont pas été posées, c'est-à-dire que devenaient, disons, les États satellites, qui devenaient des chiens errants, quelle sera la position par rapport aux grands enjeux, et notamment, disons, à la guerre qui a longtemps opposé l'Union soviétique, disons, disons le pacte de Varsovie par rapport à l'OTAN, quelle sera? Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dans un dernier sursaut, ils initient ce qu'on va appeler la communauté des États indépendants, c'est-à-dire que les États sont indépendants, mais restent, parce qu'ils ont longtemps vécu ensemble, ils restent dans cette communauté, mais qui est incertaine parce que finalement, ce qui liait l'ensemble, c'était l'idéologie. C'était l'idéologie, c'était la dictature du pouvoir central, l'État central. Donc, beaucoup de questions, parce que la situation était allée très vite, beaucoup de questions liées à cette atomisation de l'URSS n'avaient pas été posées. Et voilà comment, en fait, nous sommes en train de vivre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, dont les origines datent de la sortie de la Russie, de l'Union soviétique, de l'atomisation, disons, en quelque sorte, disons, de l'écroulement de l'Union soviétique, des États qui ont cherché, disons, unilatéralement, c'est-à-dire de façon indépendante, comment s'en sortir. Voilà, on pourrait développer pour savoir exactement comment est-ce qu'on est arrivé à une situation où certains vont dans le temps, mais précisons quand même que ni l'Ukraine, ni la Géorgie n'appartiennent à l'Union européenne et à l'OTAN. Et là, on arrivera justement au discours de Poutine que moi, juste là, je n'ai pas compris parce que là, bon voilà, donc je n'ai pas compris, mais on partira, j'attends la question, on pourra développer. Oui, mais Félix, on viendra là-dessus, sur le positionnement de la Géorgie et surtout de l'Ukraine, puisque c'est là où ça se passe. Quand tu dis ni l'un ni l'autre n'appartiennent à l'OTAN, d'accord. Mais je reviens un peu rapidement en arrière sur l'atomisation de l'Union soviétique dont tu parlais là. Bon, et aussi l'influence du monde occidental par rapport, on se rappelle encore, je revois encore ces images, je pense que toi également, de Ronald Reagan, je pense qu'ils étaient en Allemagne quand ils demandent à Gorbatchev d'abattre ce mur-là, d'abattre ce mur. Et à partir de là, c'est le discours par excellence qui a tout déclenché et le mur est tombé également. Mais il se dit aussi qu'il y a des accords tacites quand même qui ont été pris à ce niveau-là, même si ce n'était pas écrit, parce que Gorbatchev, à l'époque aussi, bon, la révolution était lancée, la perestroïka en question, mais quand même, il s'est dit que non, mais d'accord, il y aura des changements. Il y aura des changements. Et des changements qui ne sont pas de nature à déplaire le monde occidental. Mais ne vous en faites pas, il n'y aura pas l'extension ou l'expansion de l'OTAN vers les pays de l'ancien pays de l'Europe de l'Est là-bas. Ça a été dit quand même si ce n'est pas écrit. Et maintenant, pour venir un peu à la position de Poutine aujourd'hui, dont la plupart des Occidentaux trouvent que c'est le vilain petit canard, et que d'autres en Afrique trouvent que le procès qui lui est fait est tout à fait injuste, mais il se trouve quand même que le pouvoir ukrainien pro-Union européenne était quand même la possibilité donnée aux Occidentaux de grignoter un peu beaucoup plus vers du côté de la Russie. Et c'est ça aussi que le président russe s'évertue d'expliquer aussi. Et sans, je m'arrête par là, mais je veux quand même te dire aussi ceci, puisque tu as parlé de Yeltsin, tu as parlé de Gorbatchev et de parler de Yeltsin. Bon, l'arrivée quand même en 1999 de Poutine, je pense qu'il est arrivé en 89, n'est-ce pas, à la démission de Yeltsin, mais il se trouve que Yeltsin aussi a vu la naissance de la crise financière ou la crise économique de la Russie. Donc, le pays était par terre complètement et que l'arrivée du jeune Poutine de 47 ans en 99 était pour corriger un peu les erreurs commises par Gorbatchev et puis Poutine et redonner quand même aussi la grandeur perdue, entre guillemets, de la Russie.
on ne va quand même pas le condamner pour avoir entrepris une démarche comme ça, Félix, non? Seul Club, non. On peut comprendre que l'on puisse retenir, disons, tout ce que Poutine a fait, l'effort qu'il a fait, surtout en matière d'ordre. Parce que finalement, la faillite économique a entraîné l'anarchie dans pratiquement tous ces États, puisque bon, ils n'étaient pas, je vais dire, formés pour gérer des États satellites. Donc, au niveau de l'ordre, personne ne dénie, par exemple, disons à Poutine, le fait qu'il a réussi à établir l'ordre. Mais ce qu'il faut dire, c'est ceci. Bon, je pense que si vous regardez nos recherches, vous trouverez. Premièrement, Gorbatchev, même dans l'état où il est aujourd'hui, puisqu'il est très malade, ne cesse de souligner que Poutine ne sait pas ce qui s'était dit exactement au cours de ces rencontres-là. Qu'il doute un peu effectivement de ce que, disons, Poutine est en train de dire à propos, disons, de l'engagement des pays de l'OTAN. Mais bref, laissons cela de côté. Moi, ce que je note, c'est quoi? J'ai entendu, disons, je me rappelle, disons, Ronald Reagan en train de souligner pourquoi, ben, effectivement, disons, la Russie ne devait pas avoir peur, disons, du monde de demain parce qu'effectivement, il préserverait, disons, la sécurité ou, disons, la quiétude, disons, de la Russie. Mais, disons ceci, Georges. Les parties au contrat, c'est qui? C'est la Russie et les États-Unis notamment, et certains grands, disons, de l'Union européenne. Les États satellites, disons, de l'ancien empire de Russie sont des États mineurs, c'est-à-dire inexistants. Inexistants. Ces États se débrouillent tant bien que mal et essaient de s'en sortir et enfin arrivent à asseoir leur indépendance parce que en 1991, c'est en fait une indépendance formelle, c'est des États, je vais dire, purement, disons, je vais dire, fantomatiques. Hein? C'est une simple déclaration tout simplement parce que la Russie n'a plus les moyens économiques pour s'en occuper. C'est une faillite économique qui entraîne la faillite, disons, de la fédération. Et donc, ces États également se retrouvent en difficulté. Et en fait, quand la Russie signe, disons, retient effectivement ce pacte, disons, avec, disons, les États du bloc occidental, mais ces États, eux, n'existent pas, bon, disons, pour être un peu poli, c'est des États mineurs, c'est-à-dire qu'ils, en fait, n'ont pas le droit de signature. Mais moi, je dis ceci, Georges. Ces États que Poutine ne cesse de considérer comme étant des petits, puisqu'il va même jusqu'à dire que l'Ukraine n'existe pas. Formellement, l'Ukraine aujourd'hui existe, puisqu'elle est retenue aujourd'hui comme un État membre disons, des Nations Unies. Personne, juridiquement, ne peut nier l'existence, disons, de l'Ukraine comme la Géorgie. Mais Poutine dit que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il considère que c'est État mineur. C'est là où il y a problème. Parce que je pense que dès le moment où ces États naissent, s'imposent et sont reconnus au niveau des Nations Unies, mais ils ont le droit de s'émanciper de la Russie. Ils ont le droit de choisir avec qui, effectivement, je vais dire, disons, ils veulent contracter. Ils ont le droit, disons, de choisir leur destinée. Et moi, ce que je reproche à Poutine, c'est quoi? C'est de considérer que ces États, premièrement, doivent éternellement rester mineurs. Et moi, j'ai dit ceci, quelque part. Nous avons des enfants, Georges. Si tu dis à ton enfant, même si tu le soutiens, que parce que tu es mon enfant, je te donne tout, tu n'as pas le droit de décider, c'est à moi de décider, ton enfant, non seulement tu dois inciter, ne pas dire exciter sa rébellion, mais il te dira, écoute papa, tu es mon père, mais moi, je t'obéis plus. Parce que c'est dans la nature des choses pour n'importe qui de vouloir à un certain moment s'émanciper. Disons, Poutine refuse à ces États de s'émanciper en disant qu'il va plus loin puisqu'il dit que vous n'existez pas. Autrement dit, il considère ces États comme étant des États mineurs. La société, disons, internationale, c'est un peu comme la société, disons, tout court. C'est-à-dire que de la même façon qu'un enfant mineur à un moment trouve, disons, atteint la majorité et demande à s'émanciper, les États sont également, disons, dans la même situation. Je n'arrive pas à comprendre que Poutine dénie à ces États-là le droit de s'émanciper, le droit de choisir leur destinée, et c'est là où il y a problème. Mais autre problème, disons, que je trouve pas sérieux du tout.
ce que nous voyons aujourd'hui, quand même, l'histoire aussi nous apporte quand même des exemples qui sont aujourd'hui tout le monde est en train de crier ce qui se passe en Ukraine. Bon, si je prends les États-Unis, rapidement, simplement pour comprendre, mon cher, hein, simplement pour comprendre, avec les enjeux qu'il y a. Comment procède la guerre de sécession aux États-Unis, quand même, hein? Il y a quand même les États confédérés du Sud. Mais à un certain moment, quand Lincoln est élu président des États-Unis en 1860, puisque c'est Lincoln quand même qui commençait à dire que non, mais dans notre pays, il faut qu'on aille vers un peu plus d'égalité avec les Noirs. C'est un branle-bas de combat parce que les États du Sud ne veulent pas entendre ce type de discours-là. C'est des États qui ont une économie de plantation, là. Donc, toute l'économie du Sud des États-Unis est basée sur la plantation, à la différence du Nord qui est industriel. Bon, maintenant, quand les États confédérés veulent faire sécession, parce qu'on a élu Lincoln en 1860 et qu'en 1861, naturellement, la guerre éclate. C'est parce que les États du Sud refusent, évidemment. Ou bien le Nord refuse que les États du Sud puissent faire sécession. Et si je reste dans ta logique là aussi, pourquoi on empêchait un enfant de vouloir prendre son indépendance? Donc, on voit très bien qu'aux États-Unis, ils n'ont pas accepté ce genre de choses. Et que tout récemment également, il y a beaucoup de choses aussi. On a vu l'invasion de l'Irak et tout cela. Donc, quand même, quand on veut taper sur la Russie, il faut quand même se regarder sa propre histoire pour dire, mais si dans ma propre histoire, il n'est pas arrivé des moments où certaines parties de ma fédération a voulu prendre congé de moi et que je n'ai pas accepté. Précisons bien, puisque, Georges, tu anticipes sur ce que j'allais dire après. Bon, d'abord, le premier argument que c'est développé, c'est le refus à ces États de s'émanciper. Deuxième argument, c'est de dire que le statut de ces États, c'est de rester de façon éternelle des boucliers. Je ne sais pas si les gens peuvent comprendre ce que c'est. L'argument invoqué par Poutine, c'est la sécurité, pour dire que pour ma sécurité, je ne peux pas accepter que l'OTAN vienne rôder autour. Autrement dit, ces États lui servent de bouclier. Ça, c'est dangereux de dire que la situation de plusieurs États, notamment, effectivement, principalement, l'Ukraine, la Géorgie et peut-être les Pays-Bas demain, la Pologne, la Finlande, doivent rester éternellement des États boucliers. C'est grave, ça. Mais revenons à l'argument retenu. Moi, j'ai dit ceci. Au fond, moi, ce que j'ai reproché, disons, à Poutine, c'est un peu l'incohérence, disons, de son argumentation. Il a expliqué ce que, disons, mais il a expliqué ce qu'il y a de plus récent. Hein. Il n'est même pas allé, disons, sur l'histoire propre, disons, des États-Unis, mais il aurait pu l'inviter. Bon, il a pris quelques exemples. Mais moi, je dis ceci. Si Poutine, après avoir expliqué ce que le monde occidental a fait, disons, principalement les États-Unis ont fait en Irak, en Libye et ailleurs, et qu'il donne du point sur la table pour dire, ben, écoutez, moi j'arrête ça, il faut effectivement refonder le monde international, le droit international, le système international, j'aurais dit oui. Mais moi, ce que je lui reproche, c'est effectivement de dénoncer, de critiquer cela, et à la fin de finir lui-même par reproduire ce qu'il critique. C'est cette contradiction-là que je n'arrive pas à comprendre. Mais on peut comprendre, en fait, nous sommes bien placés, disons, en Afrique, pour vivre effectivement, je vais dire, ce double jeu, pour vivre ce double discours, pour dire qu'effectivement, le monde fonctionne mal. Quand on voit ce qui se passe dans la plupart des pays africains, mais ce n'est pas le droit international que les États, je vais dire, occidentaux, la France principalement, appliquent. C'est la raison la plus forte. Donc moi, j'aurais aimé que Poutine soit cohérent avec lui-même. Qu'en dénonçant ce qu'il venait de dénoncer, ce message, effectivement, où il a, disons, déclaré la guerre, qu'il dise, ben, écoutez, moi, sur la base de ce que je viens de dire, ben, je trouve que le monde fonctionne à deux vitesses, que le discours est hypocrite ou incohérent, et qui se disent, eh ben, si effectivement on ne s'assoit pas pour, disons, pour réécrire effectivement le droit international, pour renouveler l'ordre international, eh ben, moi, je fais sauter, ben, disons, la bombe. Moi, je pense qu'on aurait à faire. Mais non, Félix, ça, il a demandé quand même. Il a demandé, Poutine, depuis près de 10 ans maintenant. Il demande un certain nombre de choses. Il essaie de se rapprocher des autres. Mais ce qu'il reçoit, c'est quand même l'humiliation en toutes circonstances, quand même. Que ce soit des Européens ou que ce soit de la part de l'oncle Sam, ça, on peut quand même pas lui refuser. Je dis pas. Je dis
il aurait fallu qu'il fasse cette menace-là pour dire « j'ai longtemps revendiqué, ça n'a pas tenu, eh bien, moi, je fais sauter la table. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, enfin, Georges, on peut bien comprendre Poutine dans ce qu'il dit, mais dans tout ce que nous sommes en train de dire, le problème, c'est qu'on oublie la situation des Ukrainiens. On oublie cela. La situation des Russes, puisque, on ne sait pas, puisque nous ne pouvons pas maîtriser les chiffres, on semble dire que le plus grand nombre de morts est quand même russe. Mais je veux encore dire ceci, disons, pour ajouter à l'incohérence du discours, disons, de Poutine. Il dit qu'il ne peut pas accepter que, disons, un État frontalier, disons, à lui, tombe dans les mains de l'OTAN, ou, disons, bascule dans l'Union européenne. Et Georges, l'histoire mondiale, et jusqu'à maintenant, démontre qu'on a toujours une frontière avec son ennemi. Toujours. Autrement dit, si par exemple, il conquiert, il fait basculer l'Ukraine, disons, dans son giron, du coup, la frontière devient celle de l'Ukraine. Est-ce que ça veut dire qu'il va également appliquer la même règle, disons, aux pays frontaliers de l'Ukraine? Bien plus grave, puisque j'ai cité d'autres États. La Finlande, la Pologne, la Norvège sont également des États frontaliers. Est-ce que ça veut dire qu'il va appliquer la même règle à la Pologne, à la Finlande et à la Norvège? Moi, ce qui m'a frappé, c'est ça. Moi, ce qui m'a fait sursauter, c'est ça. C'est-à-dire que le discours de Poutine est incohérent et c'est ça qui finit par faire dire à d'autres qu'il y a d'autres raisons que celles qu'il invoque. Parce que sur la base de cette raison, on ne peut pas comme ça dire que si on doit prendre Poutine au sérieux, ça veut dire que sur la base de cette jurisprudence, nous entrons dans une séquence d'incertitude permanente. C'est-à-dire qu'à tout moment, Poutine peut appliquer la même jurisprudence qu'il a appliquée à la Banque. Déjà, rappelons qu'il l'avait déjà fait pour la Géorgie en 2014. Il l'avait déjà fait pour la Géorgie. Et quand il a occupé la Crimée, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était Obama qui était au pouvoir. Parce que, en fait, les États-Unis avaient depuis, en fait, compris ce qu'ils voulaient. Quand il occupe la Crimée, le président Obama, enfin, disons l'administration Obama, lui dit, bon, on peut passer l'éponge, à condition que vous nous signiez, vous nous certifiez que ça s'arrête là et que vous n'appliquerez pas le même principe auprès des autres États. Parce que naturellement, ça dit sur la base ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on a toujours une frontière avec son ennemi. Et donc, dans la logique de ce qu'il avait, disons, fait à la Crimée, on pourrait s'attendre à ce qu'il l'applique à d'autres. L'administration Obama lui a demandé de s'engager à ne pas reproduire le même argument, c'est-à-dire l'argument, disons, du lien historique avec la Crimée, avec d'autres. Poutine avait refusé de signer. Poutine avait dit, je confirme pas. Et à partir de là, il avait fait naître effectivement le soupçon auprès des autres États. Et voilà que justement, après avoir, disons, occupé la Crimée au nom, effectivement, disons, du lien historique, au nom de la, disons, du rapprochement avec la Russie, il vient ressusciter le même argument. Moi, c'est ça que je trouve, disons, incohérent. Et je dis, si on doit admettre l'argument de Poutine, ce qui veut dire qu'on entre dans une période d'incertitude parce que l'argument qu'il applique à l'Ukraine peut être appliqué à la Norvège, à la Finlande et à bien d'autres. Voilà. Mais les enjeux en politique évoluent, hein? Félix, en politique, les choses ne restent pas comme ça, immuables. Hein? Je me rappelle encore les définitions que donnait l'autre. Quand il est, la guerre, c'est la continuation de la politique en tenant compte des moyens violents, et là où la politique, c'est la continuation de la guerre en tenant compte des changements intervenus dans les rapports de force. Donc, les uns comme les autres, parce que ce qui est là, tu as parlé des autres pays qui sont frontaliers avec la Russie un peu vers le nord, la Pologne et puis la Finlande là-bas, et que, bon, de l'autre côté là-bas, il y a évidemment la Géorgie et l'Ukraine, mais c'est parce qu'il a senti que la pression s'exerce beaucoup plus du côté de l'Ukraine que de l'autre côté là-bas, la Pologne ou que sais-je encore. Et donc, quelque part, il a tout à fait le droit de vouloir résister. Parce que tu l'as dit, je l'ai noté là, le monde fonctionne mal. Là, on va passer peut-être à une autre dimension de notre échange. Quand on prend un verre d'eau fraîche, qu'on le boive un peu pour se calmer et regarder un peu autour comment est-ce que cette géopolitique, cette géostratégie, ces jeux et ces enjeux liés aux intérêts des uns et des autres fonctionnent. Est-ce qu'on ne peut pas penser à un moment qu'on se donne un code de conduite qui puisse un peu satisfaire tout le monde? J'écoutais encore Mélenchon à l'Assemblée nationale française qui allait plutôt dans ce sens-là. Et dans les hémicycles, il y a des gens qui étaient des vats en guerre.
hein, ne va-t-on guère? C'est comme si on allait régler le problème en allant, évidemment, à la guerre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre l'accent autour de cette conférence qu'on pourrait appeler internationale? Certains parlent d'une conférence européenne, mais non, mais ce n'est pas seulement l'Europe. Hein. Quand ça se passe en Europe, il y a des effets, n'est-ce pas? Jusqu'en Afrique, on va aussi aborder en troisième position cette dimension-là. Donc, je reviens un peu là. Pourquoi est-ce qu'on ne mettait pas l'attention, en fait, les efforts pour aller vers revoir un peu comment est-ce que ces enjeux géopolitiques et géostratégiques qui nous apportent la guerre, qui nous mettent au bord de la guerre, pourquoi on ne peut pas le penser autrement? Mais c'est ce que je suis en train de dire, Georges. Personne n'était mieux placé pour poser ce problème que Poutine. Parce que c'est une grande puissance. Bon, on s'accorde à dire que, du point de vue militaire, la Russie est en compétition avec, disons, les États-Unis. Lui-même dit même qu'il a affirmé que dans certains domaines, et il est beaucoup plus puissant que... Donc, personne n'est mieux placé que la Russie. Personne n'était mieux placé que Poutine. Et moi, c'est ça qui me fait sursauter. Moi, c'est ça qui me choque un peu. Celui qui était bien placé pour poser ce problème disons, d'une nouvelle ère internationale, c'était Poutine. C'est ce que j'étais en train de dire, que si, par exemple, Poutine avait dit, avec les exemples qu'il a eu à donner, et qui sont des exemples incontestables, c'est la vérité qu'il a eu à dire, si sur la base de ces exemples qu'il a donnés, il avait tapé du poing sur la table pour dire que le monde fonctionne mal, eh bien, reconstruisez-le. Sinon, moi, je suis sûr qu'il aurait eu tout l'ancien tiers-monde derrière lui. Je suis sûr que même les États africains qui sont effectivement, je vais dire, les plus grandes victimes effectivement du système international tel qu'il existe, auraient dit, oui, il a raison. Les États africains se seraient dit, enfin, voilà le nouvel ordre que demande Poutine qui peut nous permettre effectivement, nous également, d'avoir, par exemple, une place au Conseil de sécurité. Ouais. Donc, non. Le problème, c'est qu'après avoir dit tout ce qu'il a expliqué, il vient reproduire ce qu'il critique. Moi, je dis, c'est là qu'il y a problème. Hein? Je veux dire, disons, le diagnostic qu'il a fait, c'est un diagnostic permanent, un diagnostic pertinent, pardon. Hein? Mais il a tiré de mauvaises conclusions. Honnêtement, on peut bavarder, Georges. Personne ne peut dire honnêtement, même ceux qui, je pense, honner un peu le monde occidental. Personne ne peut dire qu'il est content de voir ce qui est en train de se passer en Ukraine. Personne ne peut le dire objectivement. Là, nous discutons des arguments de Poutine, de l'histoire pour tenter d'expliquer nos positions, mais on ne peut pas, on a du mal à aborder le problème, disons, d'Ukraine parce que c'est des victimes et en plus l'incertitude qui plane et la menace permanente, disons, de la détention de l'arme nucléaire par Poutine et, disons, le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov. Ça, il y a quand même un problème. Hein? C'est pas normal que un État puissant, disons, de la vigueur de la Russie, soit en train de temps en temps, disons, d'invoquer, disons, l'arme nucléaire. Ça, c'est dangereux. Donc, je suis d'accord avec toi. Le monde fonctionne mal. Personne ne peut dire le contraire. Le monde, en réalité, repose. Bon, nous savons tous ce qu'on dit communauté internationale. La communauté internationale n'existe pas. Hein? C'est tellement établi que quand on en dit, c'est uniquement comme on dit sous-développement, le développement, parce que c'est des mots qui essaient de signifier quelque chose, mais la communauté internationale n'existe pas puisque c'est la loi du plus fort, la réalité. Et ce qu'il a eu à dire d'ailleurs. Le problème, c'est que Poutine dénonce effectivement, disons, la loi de la jungle et il reproduit la même loi. Mais je répète pour la troisième fois, s'il avait, sur la base du diagnostic qu'il avait fait, dire que nous devons refaire le monde aujourd'hui, je pense qu'il aurait eu, c'est-à-dire le vote qu'il y a eu aujourd'hui aux Nations Unies, eh bien, la grande majorité des États seraient allés en faveur de Poutine. Mais je pense que les États se sont retenus parce qu'on dit, c'est quand même la guerre, c'est quand même des morts. Et puis, très sincèrement, on voyait peut-être un peu la guerre. La dernière fois, c'était effectivement ce qu'on a vu avec le Kosovo et autres, ou bien en Afrique, nous le vivons régulièrement. Mais dans le monde européen, c'est quelque chose, disons, que les gens ne pouvaient plus imaginer. On disait que c'était fini. En pleine Europe, il vient effectivement de restituer la guerre, et une guerre atroce, une guerre dont on ne peut pas encore véritablement décrire les conséquences, parce que quand nous les aurons en détail, je pense que même nous-mêmes, Georges, on laissera un peu la lecture historique de Poutine pour dire comment est-ce que Poutine en est arrivé là. C'est ça le problème. Voilà. Bon, le diagnostic était bon. Les conclusions étaient mauvaises.
Très bien. Bon, on va passer un peu aux impacts par rapport à l'Afrique, mais avant tout, je voudrais quand même signaler ceci que, ce qu'on ne met pas forcément sur la table, je l'ai dit tantôt, je pense que tu es d'accord avec nous, on parle beaucoup plus de l'affaire sur le versant politique de l'affaire. Hein? La guerre qui éclate, la guerre, c'est un acte éminemment politique. Bon, il faut savoir quand même que des pays comme la France dépend beaucoup aussi de la Russie, hein, de la Russie et de l'Ukraine, également dans l'approvisionnement en matières premières et l'industrie de l'aluminium notamment et beaucoup d'autres choses. Et l'Allemagne à côté aussi, je pense quand même que dépend beaucoup de la Russie aussi dans la production du gaz et des choses comme ça. Et ce qui veut dire que s'ils rentrent en guerre, l'économie sera davantage un peu amoindrie. Déjà, on traverse une crise. Hein, en tant que tel. Donc, alors, peut-être je t'ai vu, je pense que tu as quelque chose à dire là-dessus avant qu'on ne passe un peu au rapport avec l'Afrique. L'interdépendance, c'est le propre du monde. Donc, tu essaies de le souligner, Georges, c'est clair et net. Hein, L'Allemagne, j'étais en train de souligner, au moment où tu parlais, j'étais en train de dire l'Allemagne, puisque l'Allemagne dépend à 55% du gaz de la Russie. La France à 17%. Mais il y a bien d'autres ressources également sur lesquelles, disons, l'ensemble du monde occidental dépend, disons, de la Russie, c'est clair et net. Bon, donc, non. Je pense que même les États eux-mêmes ne l'ont pas caché, que effectivement, disons, les mesures qui sont, disons, le cocktail de mesures qu'ils sont en train de prendre, disons, contre la Russie va se retourner également quand ils l'ont reconnu. J'ai encore écouté Macron aujourd'hui, ce soir à 20h, il a dit que nous allons le payer cher, bon, mais voilà, nous n'avons pas le choix. Ben, c'est comme ça. Non. Et puis, il faut dire, la Russie, qui est restée quand même, disons, une économie lourde, ne gagne qu'à partir, effectivement, c'est une économie, grosso modo, de rente, qui ne gagne que principalement à partir de son gaz et de son pétrole. Donc, je pense que personne ne peut objectivement, je veux dire, nier le fait qu'il y aura, disons, des conséquences négatives réciproques et qui sont des grandes conséquences. Pour montrer justement que, ben oui, disons, les pays occidentaux, et principalement la France, ne le méconnaissent pas. Dans le message de Macron de ce soir, il a dit qu'il faudrait effectivement une stratégie de résilience, de résilience économique et sociale, parce que disons, les conséquences des mesures qu'on a prises contre la Russie seront nombreuses dans notre pays. Donc, il a reconnu. Mais bon, moi, je suis, disons, ça depuis le départ. Voyons par exemple en ce qui concerne, disons, la sortie de la Russie du groupe financier SWIFT, c'est-à-dire donc avec les échanges. Mais malgré ce qu'ils ont décidé, ils ont dit exception sur le gaz et le pétrole, sur l'achat du gaz et du pétrole, pour montrer à quel point effectivement l'Allemagne, parce qu'au départ l'Allemagne avait dit non, pas ça, parce que nous, vraiment, nous avons l'accord de coût en ce qui concerne, disons, le gaz allemand. Et après, ben, ils ont dit, bon, ils ont trouvé un compromis. Oui, on décide quand même, mais exception pour le gaz et le pétrole. Pour dire à quel point, ben, effectivement, disons, l'Europe, disons, dépend de la Russie à bien des égards. Même si la Russie également, parce que c'est principalement à part là que la Russie elle-même, disons, se fait des devises. Donc, c'est clair et net, mais de toute façon, c'est uniquement pour répéter. Le monde est interdépendant. Le monde est interdépendant. Donc, le monde interdépendant, c'est ça qui va nous pousser vers la dernière section de notre entretien aujourd'hui, mais c'est de parler un peu de l'impact de ce qui se passe en Europe sur l'Afrique. Si je vois très bien, quand même, il y a plus de bientôt 700 ans que l'Europe entretient des relations avec l'Afrique, 400 ans d'esclavage et plus de 100 ans maintenant quand même des rapports qu'on dit post-esclavagistes avec l'Afrique. Bon, ce qui se passe en Ukraine, la crise ukrainienne, beaucoup disent que l'Afrique est absente. Bon, est-ce que c'est la distance géographique qui fait que non, mais ça se passe là-bas, nous en Afrique, on n'a rien à voir avec tout ça? Ou quelle est votre lecture de cela, professeur Mapile? Ce qui fait que l'Afrique soit absente, c'est parce qu'elle est fragile. C'est parce que, disons, elle s'est habituée à la facilité. C'est parce que elle n'arrive pas à s'imposer comme puissance. Et moi, je me dis,
D'abord, à partir des dirigeants eux-mêmes, je ne cesse de dire, disons, mon cher Georges, les dirigeants africains, assez curieusement, sont toujours à la recherche des parrains au niveau international. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la société, disons, dans le monde international, en tant qu'État, mais plutôt à la recherche des protecteurs. Et pourquoi? Bon, parce que, je vais dire, disons, la conception, disons, de l'État comme pouvoir, d'abord et avant tout, c'est-à-dire pouvoir, c'est-à-dire le leur, est prédominante sur l'État lui-même en tant que tel. Ça fait que dans toutes les actions qu'il mène au niveau international, dans toutes les relations qu'ils s'entretiennent, le but visé, c'est d'abord et avant tout comment conserver le pouvoir. Et ça nous joue des sales tours. Et c'est ça qui a fait que, premièrement, ces États, dans les 5 premiers jours, vous savez que ce n'est qu'hier que le premier État a parlé, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Et ce n'est même pas le président qui l'a annoncé. C'est sa ministre des Affaires étrangères qui a condamné ce qui est en train de se passer. Mais pendant 5 jours, c'était le mutisme. Et ensuite, c'était Ouattara. Je vais dire, disons, la Côte d'Ivoire qui également a condamné, mais pas de manière, je vais dire, vigoureuse, avec la manière. Et pourquoi? Mais parce que ces États, nos États étant fragiles, ces dirigeants sont toujours en train, disons, moi je dis toujours d'aller de Caraïbes en Syrie, c'est-à-dire que quand il sort la gueule de loup, il va se plonger dans la gueule de la gueule de loup de l'autre côté, parce que ils sont, disons, je veux dire, ils ne sont pas très sûrs d'eux, ils sont en insécurité permanente. Et donc, ce que je veux dire, premièrement, c'est de constater que la situation de l'Afrique au niveau international est incertaine parce qu'on ne s'est pas imposé, je vais dire, disons, comme État puissant, et je ne sais pas à toi que je vais le dire pour savoir par où il faut passer pour qu'effectivement l'Afrique devienne un État puissant. Clairement, ce n'est pas un État fédéral, parce que la Russie elle-même, c'est un État fédéral, l'URSS, c'était déjà un État fédéral, les États-Unis sont un État fédéral, les États africains, auprès des États africains, continue à primer l'interétatisme, c'est-à-dire la souveraineté des États. Ce n'est pas la souveraineté de l'Afrique, mais la souveraineté des États. Conséquence, quand arrive un grand événement, on ne sait pas ce qu'il faut adopter. Parce que ce qu'il faut choisir comme position, parce qu'on est toujours dans l'idée que si j'essaie de monter la tête, on risque de me corriger. Voilà le problème. Donc, c'est là, si tu veux, disons, la première leçon que l'on peut tirer, c'est la fragilité des États, et qui, logiquement, devait se dire, mais enfin, aujourd'hui, m'excusez, mais répète le discours de Macron. Macron dit qu'il faut maintenant investir dans l'indépendance et dans l'armement. Il faut ajouter un peu plus. Donc, vous voyez comment, disons, les pays que nous considérons comme des pays puissants sont en train de tirer les leçons de ce qui vient de se passer. Quelles leçons les pays africains peuvent tirer? Mais ils ne peuvent tirer aucune leçon puisque chez eux, la primauté, disons, de l'État où ils sont dirigeants, prime sur, disons, le grand État africain. Maintenant, ils ne peuvent tirer aucune leçon puisque d'abord, ils sont pauvres, je veux dire, disons, c'est des États fragiles, ils ne peuvent pas tirer cette leçon-là. Deuxième conséquence, disons, sur cela, c'est de dire, Georges, assez curieusement, excusez, je rappelle, il m'a dit, tiens, mais finalement, la guerre de l'Ukraine a fait disparaître le Covid-19. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai en plus, j'allais en venir là aussi, c'est curieux ça. C'est curieux. Ça a même fait disparaître, disons, le problème entre le Mali et la France. Et la France, voilà. Oui, du coup, on saurait également que, les questions, disons, que nous considérons comme essentielles, que nous étions de poser pour l'Afrique, ça a disparu. Mais pourquoi? Mais je dis toujours, assez curieusement, Georges, chez les Africains, tout vient toujours d'en haut, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rien anticipé. Et s'il y a une autre leçon que l'Afrique devait tirer, c'est celle de l'anticipation des choses. Maintenant que le monde va encore, disons, parce que là, on dit que tous les observateurs disent la même chose. On vient de changer, le monde vient de changer. La plupart des pays qui voient, disons, l'Ukraine matée, et ça, je veux dire quand même dans la malice des États-Unis, ils se disent qu'ils tenaient. Je rappelle quelque chose, Georges. Il y a 2 ans, à l'occasion de la réunion des membres de l'OTAN, Macron a sorti cette phrase très importante en disant « l'OTAN est en état de mort cérébrale ». C'est Macron qui l'a dit. Je me rappelle Merkel qui avait dit Emmanuel, tu vas un peu trop loin. Mais Macron l'a martelé.
Mais pourquoi? Mais parce que, effectivement, par rapport à l'illusion, disons ça à quoi on s'était habitué en disant, enfin, mais il n'y a plus de guerre, pourquoi investir autant de moyens? Et la plupart des pays d'Europe n'investissaient plus à l'OTAN. C'est Trump qui l'a dit pour dire, ah non, 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 il faut qu'on arrête ça. Nous assurons la protection, mais vous devez effectivement, disons, cotiser. Vous devez également contribuer. Et Macron le dit à cette occasion-là, que ben oui, c'est un état de mort cérébrale et pourquoi nous devons continuer à contribuer. Et quand on voit ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Par son geste, et c'est encore, je veux dire, l'une des conséquences, disons, du mauvais choix, disons, de Poutine à cet égard. Alors qu'il était en train de craindre, disons, l'OTAN à ses portes, alors que les États du monde occidental étaient en train de considérer, de se poser la question de savoir, est-ce que l'OTAN a encore sa raison d'être? Parce que son équivalent, le pacte de Varsovie, avait disparu. Il avait disparu. Il avait introduit là-dessus. Mais même en se dire que il faut quand même se poser la question de savoir à quoi ça sert. Mais aussi parce que je connais beaucoup d'intellectuels, disons français notamment, qui disent que la France, l'Allemagne devait être à la tête d'une Union européenne beaucoup plus forte qui devrait contrebalancer, disons, les États-Unis, parce que les États-Unis, dans cette affaire, disons, continuent à jouer en quelque sorte le rôle de patriarche, que ce n'est pas bon pour l'Europe. Toutes ces théories se sont écroulées, puisque le geste qu'on a vu depuis 6 jours vient redonner du poil de la bête à l'OTAN. Et donc, que vont faire les États africains? Quand j'ai l'habitude de dire que les États africains n'anticipent pas tout leur temps, effectivement, disons, du ciel, et quand ça arrive, or là, l'auto sera plus fort qu'il n'a jamais été. Bon, maintenant, sur les responsabilités, là, bon, c'est pas qu'on revienne un peu en arrière. Depuis la chute du mur de Berlin, le camp occidental triomphant, on peut dire comme ça, disons les choses comme elles se présentent. Parce que tout ce qui se passe des guerres, il y a que le capitalisme, le rapport au capital quand même. Hein? On ne va pas se le cacher, c'est ça qu'on ne met pas sur la table. Hein, les intérêts économiques. Et le fonctionnement de l'Occident tel que ça a fonctionné, on aurait pensé quand même que, d'accord, 4,29, vous avez gagné, mais quel est l'état du monde aujourd'hui dans cette redistribution un peu de la richesse du monde? On a comme l'impression que ce qui devait être fait pour vraiment tempérer le climat au niveau international n'a pas été fait, d'où le retour finalement des vieux clivages, de la guerre froide en tant que telle, non? Georges, ce n'est pas à toi que je vais rappeler les thèses de Samuel Huntington, hein? Ou alors, disons, de Timbergen et d'un autre, ou encore, disons, le plus connu, comme on l'appelait Francis Fukuyama, la fin de l'histoire et le dernier homme, pour dire que non, disons, le capitalisme avait gagné, disons, le monde occidental avait emporté, et que, on résumait à peu près à partir de tout chemin mène à Rome, on dit non, non, tout chemin mène aux États-Unis, c'est-à-dire donc le monde capitaliste. Mais il n'a pas manqué, mon cher Georges, cet intellectuel suisse, comment est-ce qu'on l'appelle, Jean Ziegler. Et qui a écrit cet ouvrage À demain, Karl. Et qu'est-ce qu'il disait? Lui disait, le capitalisme comporte tellement de contradictions qu'il va se casser la gueule. Parce qu'ils n'ont toujours vu que le capital sans voir les effets pervers, et ce sont ces effets pervers du capitalisme qui vont faire renaître, je vais dire, disons, Marx. Bon, je n'irai peut-être pas jusqu'au bout, disons, de ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'ils vont faire renaître le communisme, mais qui vont effectivement entraîner la décadence du monde capitaliste, c'est-à-dire donc les effets pervers que tu viens de souligner. Souvent, je suis un peu réservé quand on parle, guerre froide, oui, mais pas avec l'idéologie comme noyau dur. Parce qu'en réalité, quand on voit la Russie, la Chine, c'est devenu également des pays libéraux, bien lancés dans le capitalisme. Donc voilà quand même un monde qui va ressurgir, mais avec une trame qui n'est pas celle qu'on a connue entre, disons, 45 et 90. Ça avec effectivement un autre soubassement. Et je pense que là, c'est beaucoup plus grave. Autant dans l'ancienne guerre froide, il y avait en quelque sorte, disons, l'idéologie qui servait de trame, autant dans le bipolarisme qui risque de naître, il n'y a que la puissance, je veux dire la puissance brute, qui est le cœur, justement, disons, de la dichotomie que nous allons vivre. Et ça, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. J'étais en train de suivre un ancien ambassadeur, disons, de la Russie, je pense, en France. Ceux qui le connaissent doivent se rappeler. Il s'appelle Vladimir, le nom, j'ai souvent du mal à l'entendre.
il était en train d'expliquer ceci. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus dangereux que ce qu'on appelle la guerre froide, parce que si elle a été froide, qu'il y avait l'équilibre, effectivement, la terreur, et que pas un seul instant, la terreur, ouais. Voilà, que pas un seul instant on pensait qu'ils en arriveraient à en découdre. Or là, après la guerre froide, et ce qui vient de se passer, aujourd'hui, je venais d'expliquer, Poutine et son ministre des Affaires étrangères n'arrêtent pas, disons, de brandir, disons, l'arme nucléaire. Ils n'arrêtent pas de brandir. Et donc, moi, je dis, voilà, disons, un monde qui va effectivement être divisé, qui va se diviser effectivement dans la division, dans le bipolarisme, mais qui ne sera pas une guerre froide, mais une guerre chaude, c'est-à-dire où effectivement le risque est beaucoup plus permanent. J'ai tiré cette leçon, mais j'étais frappé de voir effectivement ce monsieur, disons, un ancien ambassadeur, disons, de l'URSS, notamment à Paris, qui a dit la même chose, que le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus dangereux que la guerre froide qu'on a connue. Et bien, voilà ce que ça donne. Pourquoi? Parce que c'est lié aux effets pervers du capitalisme. Parce que tout le monde s'accorde à dire que le monde est devenu plus, disons, inégalitaire. Plus dangereux, plus inégalé. Mais c'est là aussi, c'est là il faut quand même tempérer aussi toute la critique qu'on flanque sur Poutine. Là, cette responsabilité, elle est fondamentale. Maintenant, si on revient un peu sur nos pays et à nous, puisque c'est quand même la dernière partie de notre entretien, c'était un peu pour regarder un peu avec l'Afrique. Bon, oui, les chefs d'État africains, bon, mais la situation africaine n'est pas homogène, hein. On peut le dire quand même de cette manière. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un ensemble de 53 pays. Et puis, ben, il y a le monde anglophone, il y a le monde francophone. Bon, le monde anglophone a quand même hérité quand même du mode de l'héritage colonial du Royaume-Uni, qui avait fait la politique du protectorat, alors que le monde francophone, c'était la France avec l'assimilation. Tout ça, c'est pas des concepts en l'air, c'est des concepts qui peuvent expliquer la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Ben, on a vu, après la chute du mur de Berlin, comme tu as su bien le mentionner, mais en Afrique, l'impact, c'est quoi? C'est la transition démocratique. Et c'est que dans un système démocratique, éminemment démocratique, quand même, qu'un débat franc peut s'instaurer. Et s'il n'y a pas de démocratie, c'est l'autoritarisme, c'est-à-dire le plus fort aura tendance à tirer les choses de son côté. Donc, quand on regarde l'Afrique aussi, on voit bien l'influence que l'Europe et l'Occident aussi ont exercé sur cette Afrique après cette période de transition démocratique. On n'a pas encouragé l'Afrique à aller vers la démocratie pure et simple comme on la pratique en Occident. Donc là aussi, ce monde occidental aussi a une responsabilité par rapport à l'absence d'une Afrique forte. Et puis, est-ce qu'ils ont besoin à ce que l'Afrique soit forte, puisque c'est un réservoir de matières premières que chacun va se servir pour nourrir son industrie par-ci ou par-là. Donc là aussi, c'est quand même un élément important pour comprendre la faiblesse dont tu parles en parlant d'Afrique. Tout à fait, Georges, et tu l'as si bien souligné, les effets ne sont pas les mêmes. Je souligne un fait important que, justement, la guerre en Ukraine a éclipsé. Nous savons qu'il y a eu des guerres civiles, disons, au Kenya, et que c'est toujours entre la famille Kenyatta et, disons, Ondinga. Hein, oui. Ondinga. Qu'est-ce qui vient de se passer? Si on se rappelle, quand, disons, le président kenyan avait été élu, il y a eu un problème qui avait été posé pour dire, bon, disons, le juge avait cassé ces élections, pour dire que ça s'était mal déroulé. Ensuite, il y a eu le problème où on dit, par rapport justement à la guerre civile qu'il y avait eu, que Uhuru Kenyatta était effectivement impliqué. Bon, il a été lavé par la CPI. Ensuite, on se disait que Raoula Ondinga, on profiterait effectivement pour frapper sur Uhuru Kenyatta. Donc, les influences sont divergentes. Au fond, et tu l'as bien souligné à la cause, effectivement, l'assimilation d'un côté, c'est-à-dire du côté francophone, et du côté anglophone, c'est différent. L'Afrique lusophone, c'est différent. En fait, disons-le, pour résumer, pour ne pas aller dans les détails, la limitation de mandat fonctionne bien dans des pays autres que les pays d'Afrique francophone. Ça se passe bien. Autrement dit, la démocratie est en train de s'asseoir. Donc, sur cela, ça montre qu'effectivement, on peut relativiser le côté Afrique imperméable à la démocratie. Deuxième élément que je vais souligner, Georges, mais moi, je ne le répéterai jamais assez.
Aujourd'hui, nous devons relativiser, disons, l'accablement, non pas que ce soit faux, l'accablement de la France notamment. Au bout de 60 ans, nous devons nous dire ceci. La France a beaucoup plus assis son avenir, son économie, son développement sur l'Afrique. C'est un fait, c'est indiscutable. Ouais. Et ça ne sert pas aujourd'hui de revenir encore sur les exemples. On peut en multiplier des dizaines pour dire que, en tout cas, la France a participé effectivement à l'appauvrissement de l'Afrique francophone, soit en installant des dictateurs, soit en établissant des pactes, disons, diaboliques avec les dictateurs en disant pillez votre pays comme vous voulez, vous nous laissez nous également piller. Et voilà que les dictateurs africains reproduisent à peu près le même pacte au niveau intérieur aussi. C'est-à-dire de la même façon que l'ancienne puissance colonie leur a dit, écoutez, vous pillez comme vous voulez, nous on laisse passer. Les potentats africains francophones font la même chose au niveau de l'élite. Ils disent à l'élite, pillez comme vous voulez l'essentiel et vous me soutenez. Et voilà que les élites des États d'Afrique francophone deviennent des mercenaires dans leur propre pays. Donc, voilà la conséquence. Mais ce que l'on doit dire, c'est quoi? Puisque finalement, entre nous, ça ne sert pas de trop insister sur ça, puisque ce n'est jamais la France qui laissera, puisqu'elle a assis son avenir, son développement sur ça. C'est à l'élite africaine de dire, bon, voilà, ça fait 60 ans que nous le disons, nous savons la stratégie qu'ils ont bâtie, c'est à nous de trouver la contre-stratégie. Parce que de le dire, au fond, ça ne change pas grand-chose, Georges, admettons-le. Hein? Nous le disons, l'Afrique a payé ensemble. L'autre jour, je disais, mais quand vous regardez les Sankara, les Modibo Keïta, l'ancien président, disons le premier président, disons centrafricain, Boganda, voilà le nom échappé. Boganda, oui. Le Pascal Issouba, il faut le dire. Tous ceux-là qui ont tenté, non pas quand on prend le cas du président Pascal Issouba, il a été beaucoup plus souple, puisqu'il a dit, je ne remets pas vos intérêts, mais essayez de nous reconnaître quelques droits. Félix, sans te couper, puisque quand tu cites ces personnes-là, il faut qu'on apprenne aussi à citer Marien Ngouabi quand même aussi à l'époque. C'est quand même une personne qu'on ne cite pas beaucoup trop dans ces affaires-là. Marien Ngouabi a commis des fautes politiques parce que, voilà, il a pris des gens qui étaient indésirables proches de lui au nom des démons qui nous habitent. Il a en quelque sorte, disons, tissé sa propre mort, mais du point de vue, effectivement… De sa personnalité en tant que tel. Ah oui, c'était un patriote, indiscutablement. C'était un patriote, il a eu commis des fautes politiques, mais c'était un patriote de façon indiscutable. Donc, qui a payé? Et donc, aujourd'hui, je pense que ce que l'on peut dire, genre, c'est ceci. On sait ce qu'elle est, l'ancienne puissance coloniale. On sait également qu'elle ne lâchera pas. Et dernièrement, nous l'avons vécu pour le cas du Congo. On a vu encore un Hollande qui a dit, après avoir théorisé la connaissance du dossier, il a dit non, disons, Sassou Nguesso peut consulter son peuple, alors qu'il sait bien que toutes les élections sont truquées au Congo. Il l'a dit, bien plus grave, qui m'avait choqué, je le répète toujours. Quand on lui rappelle que Sassou Nguesso est en train de tirer sur ses compatriotes comme des petits lapins, il dit, oui, je condamne la violence des deux côtés. Vous voyez jusqu'où est allé le cynisme, disons, de Hollande. Hein? Ça, c'est grave, ça. Bon, donc, moi, sur ce point, ce que je peux dire, Georges, c'est que ressasser pendant 6 décennies, le même phénomène, c'est montrer notre insuffisance et notre inaptitude à trouver des solutions. Aujourd'hui, on sait qu'ils le font, ils le feront toujours, et c'est à nous de trouver des stratégies, je vais dire, disons, pour arrêter cela. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire à ça. Oui. Bon, on va terminer. Bon, je vais terminer par cette question. Bon, Vladimir Poutine a mis pied en Afrique dans 2 pays pilotes. Je pense qu'il est en train de faire une expérimentation. Mettre le pied, ça fait très longtemps que l'URSS était en Afrique, de toutes les façons. Mais d'une autre manière, cette fois-ci, on n'a pas le temps de bien caractériser un peu ce renouveau de la Russie en Afrique. Mais on peut parler de la Russie quand même. La Russie, pas l'URSS, mais la Russie. Il y a la Centrafrique et le Mali, où, évidemment, les Russes se sont installés et ont éviter à la France de placer, n'est-ce pas, des personnes qui sont tout à fait indiquées pour la France en tant que telle. Ça, c'est une réalité. On voit très bien comment est-ce que la France s'affaire là-dessus.
Est-ce que tu penses que les développements futurs de la situation en Ukraine vont avoir une incidence sur la configuration politique dans ces pays, ces deux pays particulièrement? Et je vais terminer en te disant que la plupart, peut-être les 80% des Africains sont pour, n'est-ce pas, Poutine en Afrique dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu en penses, Félix? C'est une question importante, mon cher Georges. Une question importante parce qu'au fond, on peut rétroagir. J'étais en train de dire, Georges, que l'Afrique est faible. Parce que, je veux dire, l'opportunisme, c'est le plus souvent le fait des gens qui sont faibles et parfois qui ne s'en doutent même pas. Les faibles, c'est également la solution de facilité. Et se développe de plus en plus le fanatisme. Quand je dis on peut rétroagir un peu, moi, il y a quelque chose qui m'avait choqué. Georges, nous avons suivi ce qu'on appelait le printemps arabe. Le printemps arabe, la plupart des Africains, en quelque sorte, ont acclamé. Nous avions eu un printemps qu'on pourrait dire le printemps africain, bon, qui était ce que, je ne reviens pas sur ce que nous connaissons tous, et puis éclate le printemps arabe. En fait, le petit rêve qu'on caressait, c'est que oui, ça commence en disant dans les pays arabes, peut-être que ça va encore revenir en Afrique. Et qu'est-ce qui se passe? Première victime, disons, du printemps arabe, c'est le président tunisien. Ben Ali. Deuxième victime, Hosni Moubarak de l'Égypte. Et après, c'est la Libye qui était en train de tanguer. Moi, je ne sais pas parce que je le dis, et ce que tu dis, c'est vrai. Hein? Par exemple, à plus de 80% même, disons, les Africains sont en faveur de Poutine. Mais c'était la même chose, disons, pour le président Kadhafi. Et moi, j'ai posé la question, mais au fait, pourquoi? Oh oui, on veut faire tomber Kadhafi. Je dis, mais n'est-ce pas? Mais nous étions juste là, d'accord, sur le printemps arabe. Pourquoi vous arrêtez à Kadhafi pour dire que lui ne doit pas tomber? Bon, moi, ça, je l'ai mis dans le compte du fanatisme. J'ai quand même l'impression que, pour beaucoup d'Africains, l'important, c'est de tenir tête à l'Occident. C'est de tenir tête. Peu importe que cet individu qui tient tête à l'Occident soit critiquable ou pas. Là, je parle, disons, d'un euphémisme. On peut aller plus loin. Il suffit pour les Africains qu'il y ait quelqu'un qui tienne tête à l'Occident pour se dire on jette le dévolu sur lui, peu importe, je veux dire, la réalité. C'est ce qui est en train de se passer pour Kadhafi. Pardon, pour Poutine. Je n'ai pas cité ces deux exemples, disons, hasard. Au fond, qu'est-ce que je veux dire par là? Honnêtement, Georges, Kadhafi ne pouvait pas tenir longtemps. Au fond, Poutine ne va pas remporter ce combat. Poutine peut faire des dégâts. Et moi, je dis, la question qui se pose là, c'est celle de la rationalité de nos compatriotes africains. Moi, je pense qu'on doit rester la tête froide. On ne peut pas condamner, disons, je veux dire, la dictature dans certains États quand on arrive, disons, sur certaines dictatures. On dit non, 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 là, on n'y touche pas. Pourquoi on fait ça? Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas bien construits, je veux dire, dans la lecture et dans, je veux dire, disons, dans la stratégie froide. Autant pour les entreprises que pour les familles, que pour les États. Les organismes qui sont forts, ce sont ceux qui peuvent se passer de l'individu. Et je pense que c'est ce qu'avait dit Obama dans son fameux discours, on ne le répétera jamais assez, disons le 12 juillet à Accra, le 12 juillet, disons, en disant, mais quand on assoit tout la puissance d'un État sur un individu, ça veut dire que cet individu, cet État, c'est un État quasiment mort. Hein, parce qu'un individu est mortel. Un individu est mortel. Donc, c'est une question importante que tu poses parce que ça permet de voir jusqu'à quel point nous-mêmes, nous avons du mal à aborder les problèmes de façon froide. De façon froide. Et pourquoi nous avons du mal? Parce que ça, c'est le résultat, je veux dire, d'une psychologie fragile. C'est le résultat de la psychologie de... Bon, Albert Memmi disait, c'est, disons, le portrait du dominé, c'est la mentalité du dominé, qui est toujours en train, disons, de fourbir intérieurement une forme de vengeance, une forme, disons, de héros pour dire qu'il faut qu'on arrive. Moi, je pense très sincèrement, Georges, que la question de l'avenir de l'Afrique est beaucoup plus importante pour l'asseoir, disons, sur les instincts, pour l'asseoir, disons, je veux dire, disons, sur, une forme de revanche, je ne sais pas comment l'appeler, mais je veux dire pour l'asseoir, disons, sur des aspects psychologiques. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience réelle. On a besoin d'un développement, et ce développement-là, de la puissance et du développement, et
cette puissance et ce développement ne doit pas être assis sur un individu. Une bonne stratégie, c'est celle qui peut se passer d'un individu, mais si elle assoit la stratégie fondamentalement et principalement sur l'individu, c'est raté. C'est la question des hommes providentiels, comme on l'a déjà posé. Hein? Croire à l'homme providentiel, c'est vraiment pas ça à cause de la mission. Et donc, de ce point de vue, moi, je pense que cette occasion, disons, qui est en train de se passer, disons, en Ukraine, qui va remodeler le monde, nous donne l'occasion nous-mêmes de réfléchir sur les stratégies pour nous dire, oui, est-ce que l'on va continuer comme ça? Est-ce que l'on doit toujours se borner uniquement à tirer, disons, sur l'ancienne puissance coloniale? Moi, je l'ai déjà dit, la France ne lâchera jamais. Voilà. Ouais. Et donc, faisons une stratégie où, après tout, au bout de 60 ans, on sait, de la même façon qu'elle nous connaît, nous la connaissons aussi. Les gens m'ont dit d'ailleurs, mais écoute, Félix se rappelle, nous avons parlé de ce qui s'est passé à l'intérieur, disons, des États-Unis eux-mêmes. Mais on a rappelé également les fameuses, disons, la fameuse affaire, disons, avec Cuba, donc l'affaire de la baie des cochons, pour dire, mais j'ai dit non. Les États-Unis ne l'avaient pas fait de façon si grossière. Poutine le fait de manière grossière, de manière un peu trop flagrante. Écoute, tu dis m'affronter, puis tu viens bombarder. Non! Les États-Unis avaient été plus subtils en disant qu'ils prennent les exilés cubains, les armes, les formes, et puis ils vont les renvoyer pour aller faire un coup d'État, renverser le pouvoir, disons, de Castro. Voilà ce qu'ils avaient fait. Et ils l'ont fait plusieurs fois, ils n'ont pas réussi. Mais s'ils avaient fait ce que Poutine est en train de faire, c'est un d'accord, disons, mon cher Georges, Cuba, c'est une île. Au bout de 48 heures, disons, Kennedy serait arrivé à ses fins. Donc, je pense qu'il y a quand même une forme de pudeur. Donc, moi, je dis toujours, il faut qu'il y ait un tact. Quand on veut quelque chose, il faut qu'il y ait un peu de tact. Poutine a manqué de tact et par la même occasion, il nous a fait louper une chance, effectivement, de taper du poing sur la table pour remodeler les relations internationales. Voilà. Très bien, c'est le point de vue de M. Félix Bakunda-Pélé. En substance, on sait ce qu'il faut faire. Le diagnostic est bien posé par Poutine, un diagnostic très pertinent, mais au niveau de la méthode, c'est là où ça cloche. C'est là où ça cloche. Et que, bon, M. Félix Bakunda-Pélé nous dit également que les Américains, avec la baie des cochons, l'ont fait avec tact. C'est son point de vue. Il a la paternité de ce point de vue, mais on sait également que les États-Unis ont intervenu en Irak aussi. Et il y avait eu des tact là-bas aussi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, merci comme d'habitude de répondre chaque fois qu'on t'appelle Félix. C'est très, très apprécié. Et puis, nos chers internautes, nos chers téléspectateurs, merci encore de nous faire confiance, de nous suivre nos émissions. Les analyses que nous essayons de partager, on n'a pas l'apanage de la vérité, mais on a quand même, n'est-ce pas, à partager cet espace de réflexion autour des problèmes que nous vivons tous ensemble. Nous vous invitons donc à nos prochaines émissions. On reviendra peut-être sur cette situation ou bien on vous présentera autre chose. Alors, merci beaucoup, Félix, d'avoir été là. C'est vraiment moi qui te remercie, Georges, mais en fait, il faut dire, hein, on ouvre les portes, on laisse aux gens la possibilité d'entendre les arguments et de grâce à essayer, disons, de comprendre un peu, pas par ses tripes, mais je veux dire par la tête. C'est tout ce que je demande, à partir de tous les arguments. On ouvre les portes. Tu l'as bien dit. On ouvre les portes, c'est ça ce qui est plus important. Encore la vérité, mais nous ouvrons les portes pour donner des arguments à ceux qui veulent comprendre. Absolument. Et qu'on ne nous entraîne pas le monde dans la guerre, hein, que les gens se ressaisissent et puis qu'ils aillent un peu, je veux reprendre M. Mélenchon qui invitait instamment les gens à aller vers vraiment… Et Ségolène Royal aussi l'a dit quelque part, je l'ai entendu aussi de dire, et je pense que nous avons beaucoup plus besoin de la paix que de la guerre. Tout à fait. Voilà. Même Sarkozy l'a dit. Sarkozy l'a dit aussi, mais tant mieux. Alors, ils n'ont qu'à faire un lobbyisme auprès de tout un chacun pour qu'ils se retrouvent autour de la table et que l'Afrique aussi commence à se cristalliser là, comme une entité qui pourrait avoir, n'est-ce pas, une voix qui porte aussi, que dans les termes de l'échange avec les autres, dans nos rapports d'échange avec les autres, que les termes d'échange nous soient également favorables. Mais pour ça, il faut quand même des hommes et des femmes politiques qui ont de la vision, comme tu disais, qui ont la vision, avoir la vision. Des hommes d'État, comme on le dit, des hommes d'État. C'est ça. Merci encore et puis à la prochaine. Merci, Georges.